Dans l'ancien royaume Congo, quand on parlait des pouvoirs, on citait les rois, les provinces, les guerres. Mais derrière chaque décision, il y avait une force plus silencieuse, plus profonde, les femmes. Dans la société Congo, la famille se transmettait par la mère. L'enfant appartenait au clan de sa mère, pas seulement à son père. Cela veut dire une chose très simple. Sans la femme, les clans n'existent pas. Chaque naissance était lue comme un message. Quand un enfant arrivait, les aînés se demandaient « Quel ancêtre revient parmi nous? Quelle lignée reprend vie à travers ses corps ?» La femme n'était pas seulement celle qui met un enfant au monde. Elle était considérée comme un passage entre les ancêtres et les vivants. Une porte par laquelle les mémoires du clan traversaient le temps. Dans beaucoup de familles Congo, les grandes gardiennes de l'histoire du clan, c'était le mère, les tantes, les grands-mères. Elles connaissaient les alliances anciennes, les conflits jamais réglés, les promesses faites par les ancêtres, les interdits qui protégeaient la famille. Quand il fallait décider d'un mariage, d'une alliance ou d'un départ, on consultait les femmes aînées. Elles savaient qui pouvait s'unir à qui, quel lien il valait mieux éviter et quelles décisions risquaient de réveiller des vieux problèmes. Par leurs paroles, elles protégeaient l'équilibre du clan. Elles n'étaient pas en marge de la décision. Elles en étaient une des conditions. La pensée Congo insiste sur une idée forte. Le monde tient en équilibre grâce à la complémentarité du masculin et du féminin. Les récits symboliques parlent d'un être complet, porteur à la fois du principe masculin et du principe féminin. Ce n'est pas un détail mythologique. C'est une manière de dire qu'un pouvoir ne peut être stable s'il efface l'un des deux pôles. Dans cette logique, l'homme ne domine pas la femme comme dans une pyramide rigide. Les deux participent ensemble à l'ordre du monde. La femme n'est pas l'ombre de l'homme. Elle est un pilier de l'équilibre social, familial et spirituel. Au sommet du royaume Congo, les rois, les Manikongo. Les Manikongo incarnaient l'unité politique du royaume, mais la légitimité du pouvoir passait par les lignées et donc par les femmes qui transmettaient ces lignées. Les statuts de ces grandes familles dépendaient de leur alliance maternelle. Les femmes de ces lignages avaient un poids réel dans la reconnaissance des héritiers, des alliances et des chefs. Plus tard, au début du XVIIIe siècle, une femme comme Kimpavita apparaît. Jeune noble Congo. Elle porte un message religieux et politique très fort. Très vite, elle revendique les Nzambi Ampungu, les dieux vivants. Elle fait savoir aux Européens qu'on n'avait pas besoin de vous pour croire en Dieu. On connaît Dieu, on est Dieu, on vit Dieu. On n'a pas besoin de vous pour ça. Elle a fait appel à la réunification du royaume, à la dignité du peuple, à une relecture africaine de la foi. Son influence n'est pas une exception tombée du ciel. Elle s'inscrit dans une tradition où les femmes peuvent porter la parole spirituelle et peser sur le destin du royaume. La femme comme symbole, l'art Congo, surtout dans les régions voisines Yombe, montre souvent les figures des maternités, des femmes assises, dignes, portant un enfant. Ces sculptures ne sont pas des simples scènes des familles. Elles matérialisent plusieurs idées à la fois, la continuité du clan, la capacité de donner la vie et la responsabilité de protéger l'avenir. La femme qui porte l'enfant devient une image du clan qui se prolonge, de la dignité de la maternité et d'un pouvoir spirituel discret mais central. Quand on regarde l'histoire du royaume Congo seulement à travers le nom des rois, on peut croire que le pouvoir est une affaire d'hommes. Mais si l'on observe la manière dont se transmettent les clans, dont se prennent les grandes décisions, dont on interprète la naissance, la mort, les alliances et les promesses, les départs, on découvre autre chose. On découvre que les femmes sont au centre du système. Par la filiation, par la mémoire, par les rituels, par leur capacité à porter et transmettre la vie. Et parfois par leurs paroles publiques, comme le cas de Kimpavita. Le royaume Congo n'était pas un patriarcat simpliste, mais il reposait sur un socle profondément féminin. Sans les femmes, ni les clans, ni la mémoire,
ni même la légitimité du pouvoir n'aurait pu tenir très longtemps. J'espère que ça vous a aidé à comprendre comment le matriarcat fonctionnait chez les Congo. Je vous invite pour notre événement les 16 mai. À 16h heure de Kinshasa, on a une conférence, un live très intéressant autour de la culture Congo. J'espère que vous serez nombreux. Ne vous inquiétez pas, on a des gens experts en la matière. Voici la fiche. Moi, je vous dis à très bientôt et je vous dis bye bye.